Le burn-out n'est pas une dépression, même si le résultat est le même. Lié au travail, ce qu'on va souvent retrouver à la rentrée, et aussi le surmenage. Là, les symptômes ne vont pas être les mêmes. Et tout ça, en fait, ça se travaille. Souvent, les gens s'en rendent compte trop tard, mais on peut éviter beaucoup de choses en y réfléchissant et en se préparant à ces pressions qu'on peut avoir dans son travail quotidien à la rentrée. Il y a trois grandes thématiques qui font qu'on se retrouve en mauvaise position vis-à-vis de son travail. Ça peut être une inadaptation de fond du métier qu'on fait ou du travail que l'on fait, parce qu'il ne correspond pas à ce qu'on a besoin d'être, ce qu'on a besoin d'exprimer. Ça peut être une pression trop forte liée aux besoins que ce travail fait ressentir. Et ça peut aussi être malheureusement lié à un entourage qu'on va avoir dans son travail qui n'est pas productif ou dynamisant. J'ai personnellement vécu 2 périodes très intenses de ces difficultés. La première, on va dire, j'avais 18 ans. On prend le travail qu'on peut. C'était un travail de commercial. Au début, je trouve ça excitant, je suis bon vendeur, c'est super. Mais après, je me rends compte que je suis en train, de vendre des choses qui n'ont pas de sens. On vendait des encyclopédies juridiques à des prolétaires, schématiquement, qui leur coûtaient une fortune. Alors le discours était bien sûr. Quand on connaît son droit, on peut se défendre. Bon discours de commercial. Mais en pratique, personne n'allait jamais utiliser ces bouquins. Donc, première perte d'intérêt pour le travail qu'on fait quand on réalise vraiment ce qui est la chose. Parce que faire quelque chose en arnaquant les gens, ça peut durer un peu pour certains, mais pour d'autres, ça n'a pas de sens et ça ne devrait avoir de sens pour personne. Ensuite, c'était un travail très dur. Il fallait travailler le soir, aller frapper à la porte de gens à 8 heures du soir qui n'ont absolument pas envie de vous voir la plupart du temps. Certains oui et certains vont parler de choses totalement inintéressantes. Donc une forte pression sur aussi la personne de se dire oh, est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais. Bref. Et ça m'est arrivé là d'avoir une pression physique. C'est-à-dire j'ai eu des ulcères à l'estomac. Et je savais très bien que c'était lié à ce travail, à cette mauvaise façon de travailler. Et ça s'est terminé avec des vraies hémorragies ulcéreuses. Donc, j'étais en Alsace, je buvais pas mal de bière, mais ça suffit pas. Donc, il y avait vraiment un lien de cause à effet tellement grave que j'ai retrouvé que j'ai failli en mourir. Et c'est ça qui m'a dit, là, il faut changer de métier. Et c'est ce que j'ai fait. Plus tard, je me suis retrouvé dans un métier passionnant. J'étais très jeune, 25 ans, chef de projet aux Nations Unies. Un truc de rêve. Tu as tous les moyens que tu veux pour réaliser ce que tu as rêvé de faire dans la vie. Et tu peux, pour cela, t'acheter un Zodiac, t'acheter une voiture, t'as des collaborateurs, aller dans la brousse, ce que j'aimais faire à l'époque, travailler avec les communautés locales, ce qui était mon rêve, pour étudier la biologie des animaux qui me passionnait. Donc vraiment un travail de rêve. Et pas plus de pression que ça, puisqu'en tant que chef, j'étais relativement indépendant. Et les Nations Unies sont pas des organismes où tu as une pression du travail comme on peut avoir dans le secteur privé, mais en fait la pression était presque la non-reconnaissance. Je savais ce que j'avais à faire et on se retrouve dans un milieu où finalement les gens n'ont pas obligatoirement la même motivation. On a aussi des fonctionnaires internationaux qui sont là, qui sont eux vraiment pas sous pression. Et donc je me retrouvais en décalage avec des mauvaises notes, des notes techniques très bien, mais on me disait je faisais pas assez de cocktails, de choses comme ça. Donc très très déprimant pour un jeune investi dans sa passion qui est celle de réaliser des choses. Et là je me suis retrouvé à faire des crises d'angoisse. Vraiment, se retrouver tétanisé dans son lit, à plus arriver à respirer. Et c'est vraiment justement en fait un travail qui va t'empêcher de respirer, te rendre complètement
hors d'un cycle de vie normal, je respire, je m'oxygène, etc. J'ai un très bon ami que j'ai vu avoir des crises d'angoisse vraiment dramatiques parce que c'est effrayant, on est paralysé par on ne sait quoi, mais cette incapacité de faire quelque chose, de réfléchir à autre chose qu'à son angoisse. Alors que cet ami était un brillant chef d'entreprise, qu'il avait déjà beaucoup d'argent de côté, on va dire, en tout cas des millions d'euros de côté. Donc là, c'est trop d'investissement de sa part dans son métier, dans sa passion aussi, parce qu'un métier peut être une passion, c'est fantastique. Et là, on dépasse les limites de ce que son corps peut faire, parce qu'on n'arrive plus à réfléchir, et c'est un peu ce qu'on peut dire, on dit burn-out, c'est brûler, c'est comme cette fameuse expression française, péter les plombs finalement, qui est dire aller trop loin, aller au-delà du dépassement. Maintenant, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter ça? Parce que ce n'est pas une fatalité, il faut s'y préparer. Moi, je peux vous dire que tout ce que j'ai vécu m'a aidé à vivre beaucoup de choses par la suite. J'ai décidé de créer l'ONG L'Homme et l'Environnement. Ça a été compliqué, on s'est beaucoup développé, c'était génial. Il fallait que je trouve des sous tout le temps pour faire vivre nos équipes après. Je me suis retrouvé jusqu'à 280 salariés. Je faisais plus que de l'administratif, 280 salariés, ça fait 560 fiches de paye à signer à la main à la fin de l'année, à la fin du mois, pardon. Et c'est quelque chose de terrifiant, moi qui n'étais pas du tout branché administratif, je ne réalisais plus rien du tout. Mais là déjà, ces périodes de stress, j'arrivais à les gérer, certainement parce que j'allais dans la nature régulièrement, me ressourcer. Et là, en fait, l'accumulation de ce stress qu'on peut avoir dans le cerveau, eh bien, elle peut être vidée. Elle peut être vidée quand on marche dans la forêt, quand on va près d'une rivière. Ça demande aussi un travail sur soi pour le rendre réel, cette sortie, parce qu'il faut arriver à se déconnecter. C'est très difficile quand on est pris par le stress. Tout le monde le vit, même dans sa vie de tous les jours. Il y a des stress de tous les jours qui, si on y repensait un an ou deux après, on se dit, mais pourquoi je me stressais pour ça? Finalement, est-ce qu'il en restera quelque chose dans 2 ans de ce que je suis en train de me vivre là, de me faire vivre, de me stresser pour? Et si vous vous posez cette question à un moment donné, est-ce que dans 2 ans, ce que je suis en train de vivre sera important ou sera juste quelque chose qui n'aura eu aucune incidence sur le reste de ma vie? Et s'en sortir du stress. Ça veut pas dire qu'on faut pas qu'on le gère, que c'est pas contraignant, que c'est pas énervant. Mais il y a une énorme différence entre le fait de trouver quelque chose de frustrant parce que c'est bête, c'est fatigant, et le fait de se l'accumuler en soi en tant que stress. Ça, la première chose la plus facile à faire, c'est de se poser régulièrement et de se dire, non mais attends, je suis en train de m'énerver, mais est-ce que ça, dans 2 ans, est-ce que ce sera important pour le reste de ma vie? Et pas se dire des faux mensonges. Oui, mais si j'arrive pas à l'heure, je vais rater mon rendez-vous. Non, parce que tous les jours, tous les ans, on peut avoir des choses comme ça qu'on va rater qui vont pas influencer fondamentalement le cours de notre vie. Et ça, quand on part dans la nature, comme je le disais, quand on va au bord d'une rivière, si on arrive à se déconnecter de ça, eh bien, il y a une grande vidange des aspects négatifs de ce qu'on a dans l'esprit, et on le vit tous aussi en vacances ou quand on a des gros moments de fête, eh bien on finit par oublier tout. Et en fait, c'est pas oublié, c'est pas mis dans un coin. Il y a vraiment une vidange de toutes ces toxines négatives qu'on peut avoir dans le cerveau et dans le corps finalement, puisque ces toxines, on les accumule, et quand moi je me faisais des ulcères à l'estomac, eh bien c'était clairement quelque chose qui devenait physique. Donc c'est très important de faire ces déconnexions, de faire ces vidanges. Maintenant, ce que j'ai découvert aussi en travaillant sur les odeurs, c'est que les odeurs ont des effets fondamentaux. Les chercheurs vont vous parler d'études qui ont été menées. Il y en a une très précise qui a été faite dans Current Biology, si vous avez l'occasion de chercher. Et en fait, les odeurs vont agir directement dans le cerveau sans passer par la réflexion et vont agir en fait comme des récompenses.
Il y a des odeurs dont on se souvient qui sont phénoménales, qui nous rappellent des bons souvenirs, mais ça n'a pas besoin de venir par la réflexion. Il y a des connexions directement au niveau du bulbe olfactif et qui va arriver dans un circuit de récompense. C'est comme si en fait l'odeur va permettre la libération de dopamine, donc du plaisir, de particules qui vont se dire ah tiens on va être là, on va se sentir bien, on va avoir du plaisir vraiment à l'intérieur de son organisme avec des vrais déclenchements de dopamine et qui vont être en fait liés à des odeurs qu'on n'a pas besoin d'analyser ou d'y réfléchir. Ça se fait directement parce qu'on a vécu des millions d'odeurs dans notre vie. On a des millions d'images et souvent quand on pense au passé, on essaie d'imaginer justement des images ou des sons, mais rarement on pense aux odeurs. Et là encore, je vais me permettre de vous donner un exemple que j'ai vécu quand j'ai justement eu cette période de besoin de changer de vie quand j'étais très jeune, j'avais 18 ans, donc ulcère à l'estomac à 18 ans, c'est quand même un peu dramatique. Et je parle d'ulcère, je parle pas d'avoir mal à l'estomac, je parle d'avoir une vraie hémorragie ulcéreuse. Et donc là, je me dis, il faut que je parte, il faut que je retrouve mes racines, il faut que je reparte en Afrique, dans les profondeurs, en fait, de l'Afrique tropicale au Cameroun. Et j'y pars. Je vends ma voiture et je me dis, ok, je pars là-bas, il faut que j'y aille. Et en fait, quand je suis arrivé au Cameroun, j'avais plein d'idées. J'y ai vécu 13 ans, mon enfance. Et donc, là, je m'imaginais même dans l'avion, la maison où je vivais avec mes parents, l'école où j'allais, les arbres, la forêt où j'allais avec mon frère. Mais en fait, le plus marquant que j'ai vécu, c'est les odeurs. En descendant de l'avion, sentir cette odeur très typique d'humidité tropicale, de l'aéroport aussi, dans cette chaleur tropicale. Ensuite, des fleurs, le frangipanier, cette odeur magnifique, je veux dire très très difficile à recréer en parfumerie d'ailleurs. Et là, tout ça, d'emblée, m'a fait me sentir bien. Et en fait, quand vous y réfléchissez, il y a souvent quelque chose qu'on fait quand on respire une bonne odeur. Vous avez cette sensation qu'on fait, on inspire, et on fait « Ah !» Et il y a tout de suite un grand déclenchement, je veux dire, d'expiration qui se fait profonde. Et cette profondeur d'expiration, elle est cruciale pour s'enlever du stress. Et ça, c'est la deuxième chose que je vais vous inviter à faire, c'est que ce soit quand il y a des bons moments comme ça, de bonnes odeurs que vous retrouvez, je reviendrai aux odeurs après, d'arriver surtout à en profiter profondément. Et ça peut aussi se faire quand on a des mauvais moments. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on sent que le stress t'accumule, eh bien vous vous arrêtez et il faut 30 secondes. Mais le mieux, c'est dans des périodes difficiles de le faire 3 fois par jour et pas plus besoin que 30 secondes 3 fois par jour pour vous changer fondamentalement l'intérieur de l'organisme à un moment donné. Bien sûr, si c'est trop, c'est trop. Mais là, déjà, pour beaucoup, ça peut faire énorme. Moi, ça m'a beaucoup aidé. On s'arrête et on se dit, ouf, attention, là, je suis en train de respirer de façon très courte. Et on le sent quand on est en train de s'énerver, on respire de façon très courte. Et là, on s'arrête 30 secondes, on se dit, je respire à fond. J'inspire profondément et j'expire profondément. Ça peut paraître un peu ridicule, mais c'est fondamental. Et repenser à ce truc qu'on a tous fait quand on arrive à sentir une bonne odeur, on la sent et puis on se dit, c'est bon. Et quand vous dites c'est bon, vous faites pas, oh, c'est bon. Non, c'est pas ça. Là, ce serait rebloqué. Ça se fait, Et on a tous ça qu'on le fait, on a à ce moment-là une expiration profonde, et cette expiration profonde, elle a un vrai rôle, c'est justement cette dopamine qui arrive dans le cerveau quand c'est une bonne chose, mais aussi quand c'est une mauvaise chose, c'est aussi relâcher les muscles de l'estomac qui se contractent petit à petit, et c'est le cercle vicieux de l'accumulation du stress qui se fait. Maintenant, si on revient à ces odeurs, eh bien, moi, je vais vous inviter aussi à rechercher les odeurs qui vous font du bien. Allez travailler. On est dans un monde moderne où on est saturé de mauvaises odeurs. Mais des mauvaises odeurs qui sont aussi ce qu'on nous prétend être des bonnes odeurs.
Et c'est un peu un piège, c'est que notre cerveau, il subit ça. On vous allez n'importe quel produit d'entretien, n'importe quel produit, dire de savon, non, de salle de bain en général va sentir bon. Mais vous allez bien vous rendre compte vous-même que certaines odeurs vont fonctionner. On dit, ouais, c'est bien ça. Et il y a des odeurs qui marchent toujours. La vanille, à Madagascar, on exporte de la vanille. Pourquoi? Parce que la vanille, on sait que tous, on va avoir ce ressenti un petit peu, parce qu'on en a tous eu un petit, et la vanille fonctionne très très bien pour aider à se cocooner, à se retrouver bien, ça fonctionne. Donc vous allez dans toutes les odeurs, vous allez voir, on va vous balancer un petit peu de vanille, un petit peu d'ylang-ylang, qui a aussi un très fort pouvoir de détente, avec des études scientifiques qui montrent que c'est relaxant. Donc ça, c'est clair, c'est pour ça qu'on va aller retrouver ces odeurs dans plein de parfums. Et quand vous sentez un ylang dans la nature, eh bien vous avez ce... Et là, il faut pas hésiter à le faire. En fait, de chercher. Donc, vous avez une huile essentielle que vous pouvez récupérer pour ça. Mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être aussi des épices. Certains peuvent aimer la cannelle. Donc, sentir un pot de cannelle, des choses comme ça, ou une gousse de vanille, ça suffit. Mais se le faire de temps en temps sur ces odeurs originelles. C'est ça que je veux vous dire. C'est pas chercher à avoir le mélange de parfums avec les molécules chimiques qui sont faites en gardant un petit peu de vanille derrière pour vous rappeler votre enfance. Non. Recherchez quelques odeurs primaires qui sont ces odeurs d'huile essentielle pure, qui sont ces odeurs de vanille. Une gousse de vanille, pas besoin d'aller dans l'extrême, même parce que la gousse est très très odorante, c'est magique si elle est bien faite, si elle est bien préservée. Donc se le faire. Aussi aller dans les bois, sentir la mousse, l'odeur de mousse d'un arbre, c'est magique. Et puis les fleurs qui sont autour de vous, des fleurs de chèvrefeuille, quand c'est le printemps, beaucoup de fleurs nous offrent ce ressenti qui va être déclencheur de dopamine la plupart du temps et qui va aider notre organisme à mieux se sentir. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut faire. Après, il y a des extrêmes, se ressourcer, être capable de faire des breaks de réflexion et savoir vraiment où on veut aller. Bien sûr, c'est important. Mais là aussi, n'hésitez pas à vous faire aider. Ça peut être en parlant, bien sûr, parce qu'il faut éviter d'arriver jusqu'à l'extrême, justement, de ces pétages de plomb, entre guillemets, de ces burn-out, d'arriver au dépassement, au fond. Quand on est créateur ou chef d'entreprise ou artisan, on est souvent poussé dans ses limites parce qu'on estime qu'on n'a pas le choix. Quand on est employé, on est souvent poussé par ses supérieurs, son entourage, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Et souvent, c'est le cas par rapport à son boulot. Mais il faut se dire que si ça doit amener à se sentir mal et à tomber malade, eh bien, c'est qu'il faut changer. Et pour ça, voilà, donc se faire accompagner, être capable de parler aux bonnes personnes, de pas parler à des personnes qui vont vous dire des banalités, parce que justement il faut aller dans la profondeur, pas juste dire même pas se faire juste écouter. Il y a des gens qui disent non, arrête, tu exagères, donc ça laisse tomber. Mais même des gens qui vont dire ah oui, je comprends, c'est triste, c'est terrible, non, c'est pas ça. Il faut chercher la solution. Et donc pour ça, parler, chercher des psychologues peut-être, ou des gens qui sont vraiment de bons conseils, et de pas hésiter aussi à se poser et à vraiment réfléchir, et se dire, qu'est-ce que tout ce que je vis, en particulier dans ma vie professionnelle, m'apporte? Qu'est-ce que ça me coûte, là que je sens de plus en plus me coûter? Et est-ce qu'il faut être capable de repenser sa gestion de son environnement, on va dire professionnel ou de travail, et de passer à autre chose si besoin est. Mais en tout cas, dans les accompagnements, faire travailler son cerveau. Faire travailler son cerveau avec des odeurs, c'est magique, ça change beaucoup de choses. Faire travailler son cerveau avec des respirations mesurées. Être capable de respirer profondément. Encore une fois, il suffit 3 fois par jour, se prendre 30 secondes, se poser dans un coin, inspirer à fond. Faites-le. Expirez à fond, tout doucement. Et vous sentez, moi qui ai beaucoup travaillé mon estomac, je suis ouvert, j'ai 20 centimètres de cicatrices sur le ventre. Eh ben, je peux vous dire, c'est fondamental. Pensez à respirer, pensez à ce que votre cerveau vous dit. Et vous verrez, on peut éviter beaucoup de burn-out et de méga stress qui font du mal à l'organisme. Portez-vous bien.